Bien, merci à vous d'être revenus au sein de l'auditorium après ces ateliers. De ce que j'en ai vu, j'ai essayé de faire le tour des trois. Ils ont été riches, denses, participatifs, très studieux. Et donc, sans plus attendre, j'invite les ou la rapporteuse de l'atelier 1, quelles ressources et outils peut-on mobiliser quand on est professionnel, à venir nous faire part de leurs recommandations. Y a-t-il des représentants de l'atelier 1 parmi vous? Non? Non. Ils sont là-haut encore? Ils sont encore là-haut? Vous avez deux oracles. Ah, bon. Alors, est-ce que je peux peut-être demander à un ou une collègue d'aller les chercher? Je pense qu'ils sont tellement studieux qu'ils ont oublié de nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est au premier étage, salle de commission 3. Ben oui, c'est vrai, Jonathan et Nicolas, c'est vrai que... Ah, ils arrivent, c'est ça? Et on commence par eux en plus. Est-ce que Jonathan et Nicolas sont là? Alors on vous invite à vous installer. Oui. Tout le monde n'était pas là encore. C'est un petit peu clair. Oui, c'est vrai. Ouais. Super. Est-ce que tout le monde est là? Peut-être toujours pas l'atelier 1. En attendant, justement, si quelqu'un de l'atelier 1 reconnaît son boîtier lunettes. Là, d'accord. Non, apparemment, voilà. C'est le vôtre? En attendant la restitution des ateliers, vous avez peut-être remarqué une caméra derrière vous. Pour vous informer, comme l'année dernière, la journée est filmée, en tout cas la scène ici est filmée, donc principalement les intervenants. L'idée étant pour nous de faire une captation vidéo et de le mettre sur le site internet de la mission, MMPCR. N'hésitez pas à venir vers moi si cette captation vidéo vous pose question, interrogation. En tout cas, on fait appel à un partenaire et les extraits sont sélectionnés de manière très pertinente. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si ça pose souci ou questionnement. On peut mettre un petit poulpe sur Oui. C'est créatif. Voilà, pour vous dire aussi que la journée va faire l'objet d'actes rédigés. Comme l'année dernière, vous avez pu trouver sur les stands des versions de la journée de l'année dernière, donc 2022. Ça sera également sur le site internet de mmpcr.fr. Et en attendant aussi la restitution de l'atelier 1, je vous renvoie vers la page chemsexparis.fr, une page internet du site de la mairie de Paris qui a été construit, réfléchi avec certains d'entre vous, notamment le groupe de travail communication, et on y a intégré des ressources, une cartographie des lieux de soins et d'accueil, une page qui va s'enrichir au fur et à mesure des groupes de travail et des projets sur lesquels on va travailler. Donc une page qui se veut un peu recenser l'ensemble des contributions et des ressources dont vous pouvez peut-être avoir besoin. L'heure tourne, peut-être. On nous manque le groupe 1, l'atelier 1. Moi, je vous invite peut-être à passer à l'atelier 2. Voilà, ouais. Marion est allée les chercher. Ouais. Est-ce que je donne la parole à l'atelier 2? Voilà. Quelle sexualité après le chemsex? Quels sont les rapporteurs de l'atelier 2? Du coup, nous, ça s'est un peu axé sur 3 axes, en l'occurrence, qui étaient d'interroger les normes et les pratiques sexuelles tout d'abord,
Ensuite, de savoir ce que permet le chemsex et ce que ferme le chemsex en termes de pratiques sexuelles. Et enfin, on a conclu sur l'accompagnement dans la sexualité. Voilà, ça c'était les 3 axes principaux de l'atelier. On a... je vais pas faire tout, parce que j'ai un peu été scolaire et du coup j'ai fait quelques pages de prise de notes. En tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est la modification du relationnel, de l'approche du corps, de tout ce qui est désinhibition, etc. Comment se sortir de là, toute l'interrogation. On a posé beaucoup de questions, on a donné des clés, je pense. Je conclurai pas maintenant, peut-être te laisser si tu as d'autres choses. Oui, dans les clés qui sont ressorties, on a eu un exercice qui était assez sympa avec une interaction avec des mots pour évoquer ce que représentait la sexualité entre HSH pour les personnes. Je vais la placer. Hein. Donc, ce qui apparaissait, c'est que la porte d'entrée, c'était la sodomie. C'était le mot qui est sorti en premier. Il y a eu effectivement des interrogations sur les mots et les représentations qu'il y avait, avec une faible représentation des mots évoquant le plaisir, l'affection, et tout ce qui était du domaine du répertoire émotionnel, pour une sexualité qui était centrée effectivement sur l'acte ou les actes sexuels en eux-mêmes. Ce que j'avais noté, c'est que il y avait, parce que la question avait été posée, si cet exercice avait été fait avec des hétérosexuels, est-ce que les résultats auraient été identiques? Ce qui apparaissait, c'est qu'il y a chez les HSH une culture ouverte sur laquelle on peut parler des pratiques de manière beaucoup plus simple et fluide, et que du coup c'était une des raisons qui apparaissait comme étant une explication de ces mots-clés directement liés à l'acte sexuel. Et sur ces mots-clés, on repérait aussi un aspect très de consommation capitaliste. C'était voilà, la consommation sexuelle, un peu comme dans notre société qui est une société, je ne vous l'apprends pas, de consommation. Voilà, ce sont des aspects qu'on a abordés. Par rapport à ce que ça permet et ferme le chemsex, alors on a une liste longue comme le bras, donc je ne vais pas pouvoir la faire parce que sinon on va mettre 2 heures à la... Voilà, mais il y a ce côté... Ouais, enfin, je vais pas le faire maintenant en fait. Mais peut-être pour conclure, je ne sais pas s'il faut conclure maintenant ou on a tout dit ou pas, parce que ce qui ressort en fait finalement, c'est qu'il y a des choses à créer, c'est qu'il y a un champ de possibilités qui s'offre à nous en alliant le témoignage et ce que peuvent faire les chemsexeurs et anciens les ex-chemsexeurs, dialoguer avec eux et entre eux, mais ne pas les laisser seuls à trouver des solutions. C'est-à-dire, voilà, ne pas les laisser faire le boulot tout seul, quoi. En gros, c'est un peu ce qui est ressorti à la fin de ça. Oui, et puis un parallélisme entre ce qui a pu être appris dans le VIH et qui avait une certaine similitude avec le chemsex, à mettre en avant les acteurs communautaires, les pères aidants, et que on était en première ligne dans l'approche de ces thématiques-là, et qu'il y avait effectivement des espaces à créer, à densifier, et qu'il y avait une dimension qui était aussi liée à la construction de la sexualité HSH à travers les représentations, à travers les injonctions à la performance, et que du coup, comme on s'était construit une sexualité sans pour autant avoir des espaces dédiés à la construction de cette sexualité, c'est que l'arrêt du chemsex et du coup redécouvrir ou découvrir une sexualité sans produit, c'était donner la place à un champ qui n'existait pas avant, et c'était d'offrir la possibilité de redécouvrir une sexualité, de parler d'émotions, de parler de rapport à l'autre, tout en coupant avec tout ce qui est lié à la sexualité, au chemsex, les applis, les lieux, et avec cette difficulté-là, sans pour autant apporter de réponse. Voilà.
J'espère avoir bien résumé. Oui, voilà. Merci. Est-ce que les animateurs du groupe, Mounir et David, vous souhaitez amender, valider, compléter? Non, je pense que ça a été assez bien résumé. Il y avait peut-être un petit volet à la fin destiné à accompagner les intervenants, les soignants, sur comment... parce qu'en fait, la méthodologie de l'atelier était de prendre conscience qu'on ne peut vraiment bien accompagner quelqu'un qui consomme du chemsex, comme le disait Muriel ce matin, qu'en connaissant bien son monde, son vocabulaire, ce à quoi il est, dans lequel il évolue, dans le monde dans lequel il s'est construit, donc les termes sexuels aussi, les pratiques. Donc le petit jeu du woodclap et du nuage de mots visait un peu à ça. Effectivement, après, ce que ouvrait, ce que fermait le chemsex permettait aussi de voir que ce qui était très, très intéressant, c'est que dans un premier temps, ça permettait d'être puissant, d'être en relation, et que à terme, ça coupait des émotions et ça permettait de ne plus pouvoir facilement être en présence avec l'autre. Enfin, sur les accompagnements, il y a effectivement une grande difficulté. Il y a comme une nouvelle adolescence à redécouvrir son corps et sa sexualité après le chemsex, pour déconstruire, les injonctions communautaires de performance, de baise, de scripts sexuels, d'éléments nourris sur la pornographie, pour entrer plus sur du désir. Et il y a un besoin d'accompagnement aussi bien des soignants que des pairs entre eux, parce que voilà, quand on redécouvre son corps et sa sexualité, c'est bien d'en parler avec des autres, comme à l'école en fait. Donc il y a des espaces à créer. Et moi j'ai entendu ça en besoin, et j'espère qu'on va essayer d'y répondre. Merci beaucoup aux animateurs et à tous les participants de l'atelier 2. Je vois les animateurs de l'atelier 1 présents. Est-ce que vous êtes aussi les rapporteurs ? Jonathan et Nicolas, je vous invite à nous faire part des échanges que vous avez eus avec le groupe, et puis peut-être quelques préconisations. Vous avez une clé ? Oh. Surprise. Quand on a dit que les ateliers étaient studieux, l'atelier 1 particulièrement. Est-ce que vous voulez dire 2 mots ? Ben oui. Ce qu'on peut dire déjà, c'est, je pense que là je parle avec au nom de Jonathan, c'est d'abord remercier tout le groupe qui était avec nous, parce qu'on vous a proposé une méthode d'intervention, en tout cas d'animation, qu'on a souhaité originale, ou au moins en tout cas directement inclusive, en vous faisant sortir votre zone de confort et en vous faisant tout de suite réagir et répondre à différentes questions. Tout ça étant à chaque fois resoumis à l'ensemble du groupe, donc toutes les recommandations que Jonathan du coup va vous présenter, elles ont toutes été du coup reprises à chaque fois et validées par tout le monde. Et on s'excuse, vous prie de nous excuser en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps effectivement pour venir vous les retranscrire maintenant. Mais c'était un temps nécessaire aussi pour nous, de les restructurer correctement en souhaitant qu'elles vous soient le plus profitable possible. Donc, on va vous présenter la restitution de l'atelier sur les ressources et les outils. Là. Et donc, on avait un atelier sur quelles ressources et quels outils peut-on mobiliser quand on est professionnel. Et simplement pour peut-être nous présenter, donc je suis Jonathan Rinaud, chargé de projet à la Fédération Addiction. Voilà, je suis Nicolas Bonnet, je suis directeur du réseau RESPAD. Donc on est 2 réseaux nationaux d'associations, centres de santé et professionnels qui accompagnent des usagers ayant des conduites addictives et qui donc les accompagnent de manière pluridisciplinaire. Est-ce que vous m'entendez bien, pardon ? Et donc notre atelier, on a voulu le rendre ludique, dynamique, avec le plus d'échanges transversaux possible et basé sur un enrichissement autant
de soi-même sur le vécu des autres et pour aussi enrichir les pratiques des autres. Donc ça, c'était simplement sur les consignes de notre atelier où on a fait 4 groupes que l'on va vous présenter maintenant. Simplement, on a créé et analysé avec Nicolas un questionnaire en amont destiné aux personnes de notre groupe pour affiner au mieux l'atelier en question. Et on s'est interrogé sur quels étaient les besoins des professionnels en termes de ressources et d'outils. Donc on voit tout d'abord qu'ils sont à l'aise en ce qui concerne l'ensemble des points. Et donc on a remarqué une évolution à ce titre où ils étaient plutôt à l'aise pour aborder l'ensemble de ces points et de ces questions, avec un très à l'aise sur tout ce qui est abordé pour les conditions de vie pouvant influencer la santé, donc logement, conditions de travail et les revenus. Plutôt à l'aise, voire très à l'aise concernant les aspects communautaires, la sexualité et le fait de pouvoir parler des produits. Et enfin, assez à l'aise, mais un peu moins pour les pratiques de consommation et le fait de travailler en réseau, que ce soit avec les chemsexeurs qui font de l'autosupport et avec l'ensemble des professionnels. Je crois que vraiment le côté, c'est vrai qu'on disait être, voilà, pour plus de 60% à chaque fois de toutes les différentes modalités de réponse, les gens se sentent à l'aise et c'était, on trouvait déjà un vrai résultat extrêmement encourageant, extrêmement positif, quoi, bien plus que, donc des pourcentages bien plus élevés que ce qu'on aurait pu avoir il y a encore quelques années ou quelques mois. En tout cas, voilà, il y a une vraie progression et c'est, je crois, un élément tout de suite qui est pour nous effectivement un vrai levier sur l'atelier. Ensuite, maintenant, on va passer à la restitution de l'atelier. Donc, on avait 4 groupes où chacun pouvait réfléchir en fonction de la thématique qui lui a été choisie. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement spécifique du public HSH, comment mieux accueillir et sortir des représentations pour adopter une posture bienveillante. On a des items qui sont ressortis. Donc, le premier sur l'accueil, c'est-à-dire comprendre et adopter un vocabulaire qui est adapté au public et qui est bienveillant et qui ne juge pas. Dans du coup, en même temps, la compréhension, donc facile à lire et à comprendre, avoir un langage qui est non jugeant et adapté à tous les publics, donc multilingue pour les chemsexeurs qui ne parlent pas français. La conditionnalité de l'accueil sur l'anonymat et la confidentialité, et la disponibilité au temps réel, mais aussi après avoir accueilli la personne, et donc se rendre disponible pour le chemsexeur. Donc tous ces critères étant un item pour un bon accueil, on va dire, de l'accompagnement spécifique au public HSH. Ensuite, il y avait les représentations, donc des représentations non jugeantes et bienveillantes évidemment, et allier le savoir sachant et le savoir savant, donc le savoir expérientiel de l'usager, autant que le savoir professionnel du professionnel du coup. Et pour la posture, il faut donc être à l'écoute, avoir des solutions adaptées et comprendre la demande, qui sont donc des critères pour l'accompagnement au public HSH. Tu veux rajouter une autre chose ou... Non, je te remercie. Vraiment, on reverra, mais le côté, tout ce qui est autour de l'altruisme, la bienveillance, l'absence de jugement, des choses qu'on a retrouvées sur chacune des 4 questions qu'on a posées, avec le côté, effectivement, l'adaptation, le sur-mesure, c'est vraiment l'objectif de notre atelier, quoi, être en sur-mesure, quoi, la haute couture en permanence, en fait, quoi. Concernant l'amélioration des connaissances des professionnels, donc sexo, addicto et psycho, sont ressortis des échanges globalement la nécessité de formation et d'immersion, donc allier les 2 méthodes, c'est-à-dire se faire former et avoir des connaissances de base, mais aussi pouvoir faire des immersions, donc dans des centres addictos, dans des centres communautaires et les lieux de aide, et dans des centres psy, donc c'est les 3 qui ont été mentionnés, pour justement savoir un peu comment ce qu'ont les professionnels à pouvoir nous échanger sur leurs thématiques sans pour autant en devenir experts. Et ça va en lien avec le deuxième point qui est le savoir de base, donc avoir le vocabulaire, comprendre les consommations, les motivations qui amènent la personne au chemsex, qui étaient du coup nécessaires pour le groupe, et qui étaient des informations nécessaires pour le groupe, pardon.
En termes d'outils, pour formaliser cette amélioration des connaissances, ce sont des guides, des annuaires, mais en fait, plus globalement, c'est des rencontres et des outils physiques, et plus que le virtuel, les webinaires et autres visioconférences. Une posture bienveillante et de l'écoute, ça on l'a dit. La nécessité de sortir de sa zone de confort pour justement se mettre à la place de l'autre et comprendre l'expertise, la discipline qui n'est pas de soi. Et allier savoir, savoir-faire, savoir-être, parce que du coup on a beaucoup parlé savoir, mais il y a aussi un savoir-faire et un savoir-être qui sont tout aussi importants. C'est souvent là sur les connaissances, on reste beaucoup bloqué sur les connaissances et voilà, qui nous rassurent, qui nous confortent dans les champs, etc., qui nous empêchent aussi évidemment la rencontre avec l'autre. Donc vous disiez voilà, que pour le professionnel, rencontrer le bénéficiaire, ça veut dire aussi à un moment donné sortir de sa zone de confort, ça veut dire aussi faire un peu fi de ses savoirs, c'est-à-dire ok, les savoirs certes un petit peu c'est intéressant, mais le plus important c'est aller écouter, entendre ce qui se passe de l'autre côté. Et pour ça veut dire aussi voilà, se jeter à l'eau, quoi, se faire confiance et puis faire confiance aussi à l'autre, quoi. Enfin, je pense que c'est aussi voilà, tout ce qu'on insuffle dans beaucoup de nos travail, nos différentes structures, en tout cas, voilà, ce truc, on se fait confiance, ça va fonctionner et de temps en temps il faut qu'on mette un peu nos savoirs de côté, en tout cas cette idée de savoir d'avoir beaucoup de savoirs qui sont à la fin envahissants, c'était quelque chose qu'on a vu qui pouvait être du coup un peu bloquant. Et deuxième point que je relève sur ta planche, Jonathan, c'est les rencontres humaines qu'on reverra, mais vraiment le côté, la rencontre, quoi, vraiment se retrouver physiquement avec des gens, avoir du papier, des guides, tout ça. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises et qu'on reverra tout à l'heure encore dans les recommandations. Dans notre troisième groupe, qui était l'articulation en réseau, pour avoir des réponses adaptées aux chemsexers, on a vu qu'il y avait une diversité, une pluralité des suivis, donc addicto, sexo, psy, etc. Et une diversité aussi de professionnels, mais de fait qui a rentré dans cette diversité de suivi, avec une cartographie des besoins, parce que le groupe nous avait fait un mapping de l'ensemble des professionnels et du suivi, et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait une cartographie à pouvoir réaliser. Cartographie qui se construit au centre de l'individu. Et du coup, ça va avec l'idée de décloisonner et donc le dispositif qui s'adapte aux besoins plutôt que l'usager avec ses besoins qui doit trouver une réponse parmi les dispositifs qui ne seraient pas forcément adaptés. Une articulation aussi qui se fait entre professionnels, entre secteurs d'activité, mais aussi dans un même secteur d'activité et même dans une même institution pour justement avoir le plus de partage de connaissances. Il y a cette partage de connaissances qui va de fait avec la complémentarité parce que, comme on l'a dit dans la formation, c'est pas le coup de devenir expert et de, entre guillemets, marcher sur la plate-bande d'un autre professionnel et de son secteur d'activité, mais pouvoir comprendre en minimum les bases et être alerte là-dessus. Il y a le fait de savoir orienter dans le réseau, c'est-à-dire connaître la personne je ne connais pas la personne, donc la méconnaissance, mais il faut donc que je la connaisse et donc j'ai un contact dans mon répertoire et ensuite que vient la reconnaissance qui est de je suis reconnaissant envers cette personne en fait et c'est comme ça que peut fonctionner le réseau et évaluer l'urgence. Avec vraiment l'idée de la reconnaissance des compétences de l'autre, quoi. C'est vraiment la connaissance, on se connaît, mais quand on se reconnaît, voilà, on connaît les compétences de l'autre et on sait du coup la solliciter ou les solliciter quand on a besoin, quoi. C'était vraiment du coup un travail par ce groupe, le côté mapping des besoins qui était vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire effectivement quand on met l'individu au centre et puis voilà, on identifie tout ce qui se passe autour. Ça pourrait être en extension extrêmement important, c'est ce qu'on a vu, hein, c'était quasiment sans fin, mais c'était vraiment passionnant de voir effectivement toutes les régulations que ça nous imposait du coup à mettre en place, quoi. Et enfin, pour notre dernier groupe sur l'arrêt ou le contrôle de la consommation avec des accompagnements sur mesure, point d'interrogation. Il y avait d'abord, le groupe a soulevé l'idée d'avoir un accueil qui se base sur la focalisation. Donc, elle vient pour n'importe quelle situation. Et de cette situation arrive l'entretien motivationnel et donc la focalisation pour qu'elle puisse parler de sa situation et de sa pratique chemsex. Et c'est à cette issue où il y aura des objectifs différenciés, où le professionnel va vouloir amener la personne à l'arrêt ou au contrôle de la consommation, car c'est la personne qui a le dernier mot et qui va décider à ce moment-là, mais aussi à d'autres moments, parce que ça peut changer, si elle souhaite arrêter ou contrôler sa consommation. Et donc il y avait en fait deux écoles sur est-ce qu'il faut un accueil spécifique sur mesure ou est-ce qu'il ne faut pas et que ce n'est pas nécessaire.
Donc dans le fait qu'il ne faille pas d'accompagnement spécifique sur mesure, c'est donc dans le volet de la prévention universelle, c'est pour des raisons d'absence de stigmatisation où tout le monde est logé à la même enseigne avec une évaluation des besoins pour tout le monde. Et dans le même temps, nécessité des accompagnements spécifiques parce que ça permet d'avoir des réponses adaptées et directement adaptées au public et aux besoins des chemsexers. Ça favorise la pluridisciplinarité et ça lui permet aussi d'intégrer une stratégie d'intervention d'action que lui-même va pouvoir appliquer parce qu'il l'aura décidé. Voilà. C'est l'UE, quoi, plus ça. Ouais, c'est d'accord. Voilà, à chaque fois, c'était universel ou spécifique, ciblé. Enfin, en tout cas, on avait l'idée de se dire que fait, cette question-là nous a ramené à cette réflexion beaucoup plus large qu'on a déjà pour nombre d'entre nous sur la prévention depuis longtemps. Quoi. Comment on doit la voir, les actions de prévention quelles qu'elles soient, quoi, c'est tout le temps universel, spécifique, ciblé. Et à chaque fois, évidemment, il y a des avantages et puis il y a d'autres obstacles ou opportunités aussi qui se créent, qu'il faut de savoir aussi du coup prendre en considération. Et cette question nous a remis ça au centre même de nos réflexions et c'était intéressant de pouvoir vous reprendre, en tout cas de cette manière-là, les réponses qui ont été formulées. Et donc pour finir, dans notre questionnaire en amont, on avait aussi demandé les réponses les plus adaptées pour pouvoir cibler au mieux. Et donc on remarque que parmi le panel de réponses possibles, ce sont... on a presque un miroir copier-coller des réponses les plus adaptées, que sont les flyers et les outils physiques, les rencontres comme les événements comme celui qu'on a aujourd'hui, les formations, les contacts réguliers et aussi les annuaires cartographiés et sites internet. Donc comme ce qu'on disait en fait tout à l'heure, que l'humain et le côté rencontre et outils physiques priment en fait sur tout le reste. Voilà. Et enfin, pour les recommandations, donc on a, et ça vient notamment à l'issue de notre groupe de travail avec la MMPCR et l'ensemble des partenaires, l'idée d'avoir des recommandations d'ordre pratique professionnelle et d'ordre politique. Que voici. Donc, pour les pratiques professionnelles, le groupe a soulevé l'idée de développer l'offre de formation et les possibilités d'immersion dans les structures, la nécessité de travailler en réseau et de repérer les consommations et les risques pour tous les chemsexers. Et enfin, dans les recommandations politiques, il y a le fait de pérenniser les recrutements et les financements des structures, assos communautaires, addictos, de tout le monde en fait, de pouvoir formaliser les réseaux et du coup de structurer ce besoin. Et il y avait aussi l'enjeu de la dépénalisation qui a été discuté dans notre atelier, de savoir si la dépénalisation des consos pouvait être un de nos enjeux aujourd'hui. Et la réponse, voilà. Et j'en profite d'ailleurs sur la dépénalisation, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, où il y a un consortium d'assauts dont Aide, Médecins du Monde, la Fédération Addiction ou autres, qui, dans la journée d'enquête de support don't punish, appelle à signer une pétition pour changer la loi à ce sujet. Je vous remercie, on remercie la MPCR et la mairie de Paris. Et si le groupe a d'autres informations à compléter, elles sont les bienvenues. Merci Jonathan et Nicolas. Effectivement, si d'autres personnes du groupe souhaitent compléter, nous avons noté avec attention vos préconisations. Du coup, je vous propose de clôturer par la restitution de l'atelier 3, comment amener vers le soin et le suivi. Donc ce sont les animateurs qui rapportent, mais qui comptent sur le soutien du groupe, Louve et Tim. Merci à vous. On est beaucoup moins techno. Hein, là. On n'a pas de... Voilà. Donc on va vous rapporter ce qu'on a fait. On est parti de nos propres situations à Louve et moi-même en tant qu'accompagnateur communautaire dans 2 structures communautaires de nature différente. Et on a proposé à nos participants, grosso modo, quelque chose entre Vie ma vie et le jeu du prisonnier. C'est-à-dire qu'on leur a trouvé 2 cas à décliner et à qui on a demandé quelles seraient les meilleures solutions ou les meilleures orientations possibles et les outils mobilisables pour les aider, sachant qu'on leur a donné des consignes
qui sont très générales, sans vouloir orienter trop vers du communautaire ou du médical, ni même orienter tout court. Donc on les laissé beaucoup mariner. Et je vais vous donner les consignes qu'on leur a données. On a choisi 2 cas qu'on a voulu expressément assez pas communs. On a pris des cas un peu extrêmes, qui sont des personnes, c'est pas des cas précis, mais c'est des cas en tout cas qui regroupent des exemples que nous on a rencontrés de part et d'autre, et on les a posés dans 2 situations. Donc à chaque fois il y a 2 groupes, on travaillait sur les mêmes situations, mais à 2 moments différents. Donc on a tablé sur le premier coup sur comment aborder la personne et l'orienter vers un premier point de contact. Et on a considéré ensuite de travailler sur comment poursuivre et comment affermir le rétablissement, ou en tout cas ce qui a été entrepris avant. La situation numéro 1 est la suivante. Une jeune femme trans vient d'arriver à Paris. Elle se sent mal à l'aise dans ses anciens réseaux de sociabilité, ce qui est source d'isolement et de déprime. Elle assume ses consommations de produits et se tourne avant tout vers la kétamine, mais consomme également ce qu'elle trouve ou ce qu'on lui propose. Elle a maintenu une sexualité avec des hommes gays dans des moments de chemsex. Et nous avons posé 2 questions sur cette situation. Étant donné la situation de cette personne, vers quel lieu de soins ou réseau communautaire, physique comme virtuel, pourrait-elle se diriger? La question 2 était, pour chacun de ces points de contact, quelles pratiques professionnelles, questions, outils, autres, vont permettre le repérage des pratiques de chemsex et de ses conséquences négatives? Ça, c'est un groupe à travailler sur cette question-là. Et le deuxième groupe a travaillé sur... Je vous donne la suite de ce cas-là, puis je prendrai l'autre cas après. Alors, la suite était... si elle a désormais trouvé un ancrage dans la communauté trans et ne se sent pas à l'aise d'évoquer ses pratiques de chemsex, quand bien même la fréquence et l'importance de ses consommations l'inquiètent, elle recourt notamment de plus en plus aux injections. Les groupes ne se connaissent pas les uns les autres, donc le premier groupe ne sait pas la suite, évidemment. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas était le suivant. Un homme cis de 45 ans, originaire du Rwanda, s'est installé en Île-de-France il y a quelques années, d'abord en couple, mais la séparation l'a laissé sans attache. Il pratique le travail du sexe et deal de la méthamphétamine qu'il consomme quasi quotidiennement. Ces consommations l'ont amené à une hospitalisation psychiatrique. Depuis sa sortie, il est dans l'errance. Et la suite... Excusez-moi. Après une période d'errance à sa sortie, ses troubles psychiatriques se sont un peu stabilisés, mais il craint des rechutes, d'autant que sa situation d'emploi est toujours instable. Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire les questions qu'on a posées pour le premier cas. C'est d'après vous, quelle structure, espace collectif serait en capacité de lui proposer un suivi régulier qui améliore sa situation à plus long terme? La question 2 était, par rapport aux offres existantes, qu'y aurait-il à développer pour garantir une prise en soin ou un suivi de qualité pour cette personne? Et les deuxièmes questions pour le deuxième groupe. D'après vous, quelles structures, espaces collectifs seraient en capacité de lui proposer un suivi? C'est la même en fait. C'était la même question. On a fait 4 groupes et puis les réponses on va donner par le Louvre. Donc, comme l'a expliqué Tim, en fait, il y avait 2 cas qui étaient suivis et pour chaque cas, il y avait un groupe qui bossait sur le premier accès aux soins. Où est-ce que cette personne va aller? Et du coup, c'est pas la question de vers qui nous on l'oriente, c'est vraiment genre c'est quoi son point d'accès et c'est comment est-ce qu'elle va être repérée dans ce point d'accès. Et le deuxième groupe, c'était plus après en mode elle a eu accès aux soins ou au suivi et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça continue, quoi. Comment est-ce qu'on garantit une continuité et une régularité. Et du coup, sur les groupes qui ont travaillé plutôt sur le premier temps, donc où est-ce que cette personne va aller, est-ce qu'elle va être repérée en tant que personne qui pratique le chemsex et qui pourra avoir un accompagnement là-dessus. Ce qui a beaucoup été mis en avant sur cette question des points de contact avec le soin ou le communautaire, c'était une grande diversité de points de contact possibles. Et du coup, ce qui a été cité, c'est autant des structures de santé mentale. Donc, on n'a pas, par exemple, parlé du Sésame, des NIPS, les trucs de RDR comme SAFE, aussi des RDR sur les questions d'hormonothérapie pour le cas de la jeune femme trans. Les questions de suivi social aussi, que ce soit des associations communautaires, etc. Et la question de la santé communautaire comme les CEGID. Soit directement, soit parce que la personne a été rencontrée par des médiateuristes communautaires hors les murs, etc. Et ce qui semblait intéressant par rapport aux points de contact qui ont été vus,
c'est que sur la question du communautaire, il y avait un peu cet aspect qui était mis en avant que le lien communautaire, c'était plus une question que véritablement un point d'appui. Parce qu'en fait, on se retrouve avec pas mal de personnes pour qui le lien communautaire n'est pas clair, que ce soit des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans les communautés homosexuelles, par exemple, ou qui s'y reconnaissent plus du fait de leur parcours, etc. Et que du coup, plutôt, ce qui était beaucoup remonté, c'est que la question du lien communautaire, c'était plus une... On ne pouvait pas tant s'appuyer dessus comme un premier accès aux soins, et que ça allait plus être une question à poser une fois que la personne avait accès à des structures. Et du coup, à partir de là, les pratiques qui ont été mises en avant, les pratiques de repérage, c'est beaucoup les questions directes, et des questions directes, pas seulement sur les consos, mais aussi sur les vulnérabilités sociales, économiques, questions des violences, etc. Que ça, c'était une des techniques les plus efficaces pour repérer les pratiques de chemsex. Et autre chose qui a été mise en avant, c'est la question des outils de RDR, qui en fait jouent pas seulement comme réduction des risques, mais aussi comme signal pour la personne, pour qu'elle puisse en parler, pour qu'elle puisse poser des questions dessus, etc. Et du coup, ce qui semblait intéressant par rapport à cette question-là, du premier accès aux soins ou aux communautaires, c'est que personne n'a cité les médecins généralistes, personne n'a cité les médecins traitants, personne n'a cité les CMS, et qu'en fait, on voit qu'il y a quand même un truc où en fait, beaucoup de choses qui sont de la médecine de première cour ne sont pas considérées comme des points de contact avec le soin pour des questions de chemsex. Et ça, du coup, ça nous interroge sur nos efforts de formation et peut-être aussi nos représentations, etc. Autre chose qui a été mis en avant, c'est l'importance, évidemment, de considérer les situations de vie réelles des personnes, et qu'en fait, souvent, on a un peu ce focus sur le chemsex, sur des situations de vie qui ont l'air déjà toutes tracées ou stéréotypées, et qu'en fait, nous, les personnes qu'on reçoit, c'est des personnes qui en fait sont souvent en décalage par rapport aux structures et aux dispositifs qui existent déjà, et que du coup, qui nécessite, qui en fait complexifie vraiment la question des points de contact avec le soin, quoi. Donc ça, c'était sur le premier temps. Et sur le deuxième temps, qui était, une fois que ces personnes ont accédé, comment est-ce qu'on va faire pour qu'elles aient un suivi régulier? Ce qui a été mis en avant, là encore, c'est, il y a beaucoup de structures qui ont été citées, mais en gros, deux choses qui sont particulièrement ressorties, c'est soit des structures qui garantissent vraiment différents suivis dans la même structure, donc des suivis sociaux, suivis addicto, suivis psy, et du coup ça va par exemple être EXAPA, ça peut être certains CMP, etc. Donc soit des structures qui sont pluriprofessionnelles en elles-mêmes, soit plutôt des structures qui vont garantir une dimension conviviale. Donc là, ça va être les narcotiques anonymes, le SPOT, le STRAS. Donc en fait, je trouve que c'était assez intéressant que c'est ces deux structures qui ressortaient dans le cas du suivi pour des personnes qui pratiquent le chemsex. Et autre chose qui a été mis en avant, c'était que c'était super d'avoir une multiplicité des structures, des prises en soins, etc., que ça améliore la qualité du suivi, mais que ça augmente aussi sa complexité, et que du coup, dans tous les cas, il y avait vraiment un point ultra important qui ressortait à chaque fois, c'est le fait qu'il faut des personnes ou des structures qui garantissent du suivi très régulier, qui rappellent aux personnes les rendez-vous, qui comblent les trous aussi dans les attentes entre les différents rendez-vous médicaux, et que du coup il y avait une importance vraiment cruciale des structures qui garantissaient soit du lien communautaire, soit de la convivialité, généralement les deux. Et voilà, ça du coup c'est juste un point qui est beaucoup ressorti et qui me semble assez important. Et du coup on voyait qu'en fait des structures qui étaient citées comme point d'accès aux soins ou comme permettant du suivi de la régularité, c'était en fait pas les mêmes, et que du coup il y a vraiment un travail à faire continuellement avec les structures qui garantissent de la convivialité, du lien au jour le jour, etc. Et que là encore sur le suivi régulier, on aurait pu s'attendre à ce que les médecins généralistes soient cités en tant qu'un peu fil rouge des parcours de soins des personnes sur plein d'autres aspects, et que là encore c'était un peu les oubliés de cet atelier. Voilà, je ne sais pas si toi tu avais quelque chose à rajouter, ou les personnes qui ont participé au groupe, ou qui n'ont pas participé. Merci. Merci pour cette restitution. Merci à l'ensemble des animatrices, animateurs et à tous les participants des trois groupes, avec justement le groupe de travail qui a construit l'organisation et le contenu de cette journée. On voulait vraiment que ça soit le plus ancré dans votre quotidien
d'accompagnateurs, tant professionnels que bénévoles, que pairs, que chemsexeurs. Donc j'espère que voilà, ces ateliers vous ont permis d'échanger, d'élaborer ensemble quelques préconisations qui vous seront utiles dans votre quotidien. Avez-vous des remarques ou des questions avant de clôturer cette journée, puisqu'on arrive à son terme? Non. Un grand merci, merci à vous, parce que je pense que la journée a été très riche en échanges, en tout cas, voilà, c'est ma première réaction.